À la une de l'actualité ce soir, le Ghana est un bel exemple de démocratie pour tous les Africains, affirme le président du Faso de retour de Accra au Ghana où il a assisté à l'investiture du nouveau président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le nouveau président qui a prêté serment ce samedi promet éradiquer la corruption et relancer le secteur privé durant son mandat. Images et commentaires à suivre dans ce journal. En santé, la période de l'harmattan rime-t-elle avec les maladies pulmonaires? En tout cas, se protéger contre la poussière et le froid ne fera pas du mal. Mais comment les populations vivent ces moments? Quels sont les moyens utilisés pour se protéger? Le docteur Adama Zigani, spécialiste des maladies respiratoires, est notre invité. Bonsoir et merci de venir nous donner des conseils. Dans le journal également à Ziga, on annonce la fin des travaux de la nouvelle station d'eau pour mars prochain. Fini donc les coupures intempestives d'eau dans la ville de Ouagadougou. Les travaux de la nouvelle station de traitement d'eau sont avancés, constate une de nos équipes de reportage. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso de retour de Accra au Ghana, le président Kaboré a pris part hier à Accra au Ghana l'investiture du nouveau président de ce pays. Nana Akufo-Addo a en effet prêté serment devant une foule des grands jours et un parterre de chefs d'État africains. Il promet éradiquer la corruption et relancer le secteur privé durant son mandat. De retour de Accra, le compte-rendu de Salif Belem et de Draman Guéné. Le peuple ghanéen a donné un premier bail de 4 ans au chef de file de l'opposition, Nana Akufo-Addo. Le nouveau locataire du Flag Staff House a été investi hier en présence d'une quinzaine de chefs d'État d'Afrique et de nombreuses personnalités de marque dans la pure tradition ghanéenne. Une cérémonie riche en couleurs ici à l'Independence Square, à laquelle le président du Faso a pris part. Roch Marc Christian Kaboré marque ainsi son attachement aux valeurs de transition démocratique épousées par le Ghana il y a plusieurs décennies. Ça a été également un bel exemple pour la démocratie, qui est un exemple d'alternance, puisque ça fait la 3e fois qu'au Ghana il y a une alternance politique, et cette alternance s'est déroulée dans la paix et dans la sérénité. Donc je voudrais dire que c'est une cérémonie pleine d'humilité, pleine de respect réciproque entre, je disais, les artisans politiques. Et cela a été vraiment très impressionnant et un bel exemple pour les Africains de façon générale. Par ce déplacement d'Accra, le président du Faso marque aussi la solidarité de tout le Burkina au peuple frère du Ghana. C'est surtout un témoignage de bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre ces deux pays liés par l'histoire et la géographie. C'est un pays voisin, nous sommes condamnés à avoir des relations qui sont excellentes. Et nous avons réaffirmé au président Addo que nous avons rencontré et pour le dire, donc, en tout cas nous souhaitons que ces rapports restent des rapports de qualité à tous les niveaux, aussi bien au niveau économique, au niveau politique, qu'au niveau également de la vie de nos ressortissants, je dirais au Ghana. Dans son premier discours en tant que président, Nana Akufo-Addo place son mandat sous le signe d'un combat sans merci contre la corruption et la vie chère, des fléaux qui pourrissent le climat social au Ghana. C'est une cérémonie qui a vu aussi l'investiture du nouveau vice-président et des 275 membres du Parlement ghanéen. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le président du Faso a accordé des audiences à des personnalités, notamment au ministre français de la francophonie. Le point est avec Saïf Belem et Draman Guéné. Jean-Marie Le Guen, présent aussi à Accra pour l'investiture du nouveau président ghanéen, est reçu par Roch Marc Christian Kaboré à son hôtel. Le ministre français chargé du développement et de la francophonie est porteur d'un message de soutien et de compassion de la France au président du Faso après l'attaque meurtrière de Nassumbu. J'ai rappelé aujourd'hui vraiment toute l'émotion qui était la nôtre devant les attentats, l'attentat dont avait été victime le 16 décembre l'armée burkinabé et avec laquelle nous avons exprimé, le président François Hollande, toute sa solidarité et sa volonté d'agir pour
mettre fin à l'action de ces terroristes. Mettre fin aux actes terroristes, le plan d'action a été discuté aussi avec le président du Faso. Nous avons échangé sur la nécessité d'avoir une meilleure coopération, à la fois à l'intérieur des pays de la région, je pense notamment évidemment au Mali, au Niger et au Burkina, mais aussi la possibilité pour la France, ses forces armées, de mieux coopérer, d'aider à la construction, à la solidification de forces démocratiques, républicaines, militaires qui mettent fin aux menées terroristes. Sur le plan bilatéral, la France compte apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité du Burkina. Mais dans le fond, Jean-Marie Le Guen n'en dira pas plus. Le ministre tchadien des Affaires étrangères et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, était ce dimanche dans la matinée chez le président du Faso pour solliciter le soutien du Burkina Faso pour sa candidature. Au sortir de l'entretien avec le chef de l'État burkinabé, le diplomate tchadien a dévoilé un pan de son programme qu'il compte conduire. Vincent Kendrebeo. Au palais de Kossiam ce dimanche, le chef de la diplomatie tchadienne dit être porteur d'un message du président Idriss Déby à son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Moussa Faki Mahamat est également en course pour la présidence de la Commission de l'Union africaine et doit convaincre les chefs d'État de l'Union les jours à venir. Les problèmes du continent sont connus. Les problèmes de développement, notamment par les infrastructures qui puissent permettre une réelle intégration économique. Il faut également une intégration politique pour permettre la croissance dans ce continent, pour donner de l'emploi aux jeunes. Nous savons aussi que l'Afrique, dans sa population, 60% de la population est constituée de jeunes. Il y a également la femme africaine qui doit être émancipée. Il y a des défis majeurs auxquels fait face le continent, notamment la question de la paix et de la sécurité. Nos pays du Sahel en sont l'exemple. Aujourd'hui, les terroristes et les groupes djihadistes dans le Sahel, dans la Corne de l'Afrique, en Libye, c'est une menace sérieuse à la paix et à la stabilité de ce continent et vous le savez parfaitement, sans la paix et la stabilité, on ne peut engager aucun programme de développement. Si jamais confiance m'a été faite par les chefs d'État, je m'engage donc à assumer cette fonction au bénéfice de l'Afrique. Le Burkina Faso et le Tchad entretiennent des relations solides de l'avis du diplomate tchadien. Les deux pays sont engagés aux questions de sécurité sur le continent, notamment à travers le G5 Sahel. En politique, le MPP appelle à une union nationale autour du programme du président Kaboré. Le parti au pouvoir insiste sur le rassemblement pour réussir les défis qui se posent au Burkina Faso. Le MPP qui s'approprie le débat national sur la nouvelle constitution en cours d'écriture. Frédéric Etienne Bassenga, Jean Zongo. Le bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès, plus que jamais engagé pour la mise en œuvre du programme présidentiel, c'est du moins ce qui ressort de cette cérémonie de présentation de vœux. Et pour y arriver, le président par intérim du parti compte cette année mettre l'accent sur la formation pour contrer les manœuvres de l'adversaire. Au cours de l'année 2016, nous avons affronté maintes adversités. L'adversaire républicain, l'opposition républicaine connue, visible, l'opposition invisible terroriste, l'opposition invisible putschiste, l'opposition invisible de calomnie, l'opposition invisible de déstabilisation. C'est dire que nous devons idéologiquement, au cours de l'année 2017, renforcer nos convictions idéologiques. Et l'école du parti va s'atteler en 2017 à accélérer et à renforcer les formations idéologiques et politiques de nos militants et surtout de ses dirigeants pour faire du parti un creuset de victoire. En plus de la formation, Salif Diallo a appelé les militants du MPP à faire bloc, car pour lui, le parti gagne toujours quand les rangs sont resserrés. La seule chose qui vaille, c'est notre unité combattante. La seule chose qui vaille, c'est le progrès du Burkina Faso. La seule chose qui vaille au-delà de nos intérêts individuels ou personnels,
c'est le programme pour lequel nous avons été élus à différents niveaux. Avant cette cérémonie, les membres du bureau politique national ont eu un huis clos, une rencontre qui a permis, selon Salif Diallo, d'échanger sur le débat national autour de la nouvelle constitution en préparation et de s'accorder sur les grandes orientations du deuxième congrès du parti qui aura lieu les 3, 4 et 5 mars prochains. Autre actualité dans ce journal, la chasse est officiellement ouverte pour cette année. Pour cette campagne, le ministère en charge de l'environnement met l'accent sur le thème de la protection des aires protégées et la gestion durable de la faune. On fait le point avec Isaka Ouidraogo et Vincent Tiendrebego. Et la chasse est ouverte au Burkina Faso. Jusqu'au 31 mai, chasseurs professionnels ou touristiques peuvent prendre d'assaut les forêts à la traque de gibier ou de trophées. Et ceux qui parcourent ces forêts admettent un fort potentiel faunique. Si vous voulez voir vous-même, parce que vous pouvez croire que nous, concessionnaires, parce que nous avons les zones de chasse, nous racontons des histoires. Venez faire le tour vous-même, le matin de 6h à 9h et le soir de 15h à 18h. Vous verrez la réalité. Sur cette tribune dressée en milieu de forêt classée du Nazenga, le ministre Nestor Bassière ouvre la voie tout en insistant sur une exploitation responsable. Et le défi pour nous, c'est une meilleure conservation. C'est un invite à l'ensemble de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la faune et de mettre les actions en œuvre parce qu'il ne suffit pas seulement d'être concessionnaire pour la chasse, mais il faut créer les conditions pour permettre à l'ensemble des animaux de pouvoir vivre dans leur milieu naturel. Les questions sécuritaires ont plombé l'activité ces dernières années. Mais les exploitants et les officiels sont unanimes. La menace est internationale et la situation au Burkina n'est pas alarmante. Du reste, des mesures sont entreprises, rassure le ministre Bassière, pour un tourisme en toute quiétude. Et puis ce constat dans le journal, la boucle du Mouhoun est une zone poissonneuse, mais du poisson qui n'est pas à la portée des plus pauvres. Son prix est cher selon les consommateurs. Mais qu'est-ce qui explique ce prix cher du poisson local? Élément de réponse avec Yves Ramba et Karim Ouedraogo. C'est dans ces eaux pérennes des fleuves Mouhoun et Sourou, véritables pourvoyeuses en poissons, que l'on pêche d'énormes quantités de poissons chaque jour. On y trouve plusieurs espèces de poissons et c'est toute une filière qui vit de cette activité, de Din dans le Sourou à Douroula dans le Mouhoun, en passant par Léry et Sonon. Pêcheurs, vendeurs et revendeurs entre autres. Sur le marché, ce poisson est soit frit, fumé ou vendu frais. Même si la qualité de ce poisson local n'est pas remise en cause, les clients pointent du doigt son coût élevé par rapport aux poissons importés. C'est un peu cher, c'est pas moins cher. Voilà. Si tu prends comparé avec l'autre là, c'est un peu cher, c'est pas moins cher tellement comme ça. Le kilogramme du poisson fumé coûte environ 3 000 francs CFA et 2 500 francs CFA pour le poisson frais. Les revendeurs au marché du poisson de Dédougou attestent le coût élevé de ce produit local et renvoient la balle aux pêcheurs. Le poisson, là, vraiment, c'est pas la faute à nous aussi. Nous, on part que c'est cher, c'est pour cela que nous aussi on vend. Nous-mêmes, on se débrouille ici. Souvent, nous, on vend, bon, on s'en sort pas. Pour certains clients, le prix du poisson est à la hauteur du travail que mènent ces pêcheurs. Bon, je trouve que le prix est quand même abordable. Dehors, comme ça, nous les voyons souvent au niveau des pirogues. La pirogue même a un coût. La personne même, le risque qu'il prend pour rentrer dans l'eau même, tout quand même. Lorsqu'on évalue tout quand même, je me dis que ça vaut son prix. Le poisson local, cher ou pas, à Douroula, à une vingtaine de kilomètres de Dédougou, là où les revendeurs se ravitaillent en poisson, les pêcheurs expliquent. Si tu achètes le matériel de pêche cher et tu vends le poisson à bas prix, tu perds. Alors qu'on fait ce travail pour avoir des bénéfices. Une pirogue coûte entre 50 et 75 000 francs CFA et un filet entre 50 et 250 000 francs CFA. Dans l'actualité ce soir, en santé, la période de l'harmattan rime-t-elle avec les maladies pulmonaires?
En tout cas, se protéger contre la poussière et le froid ne fera pas du mal. Mais comment les populations vivent-elles ces moments? Quels sont les moyens utilisés pour se protéger? Maïmouna Traoré nous donne ici quelques astuces. Vendeuse de légumes, Kadine Ntiema se lève tous les matins de bonne heure, bravant le froid sur la route, l'affrontant au jardin où la température est plus basse. Le froid, là, en tout cas, c'est trop fort. Parce que si tu ne portes même pas pleuvet, ça rentre dans tes poumons. Le froid est là-bas parce que tout est vide au jardin. Toujours exposée à la fraîcheur matinale, Kadi est consciente des risques qu'elle court. Elle s'habille alors en conséquence. On porte les gants, pantalons, chaussettes, et puis les pleuvets, les grosses pleuvets, on porte ça. Et puis on porte les choses, les bandeaux, tout ça. Contre le froid et surtout pour se prémunir des maladies pulmonaires, chacun prend des précautions différentes les unes des autres. Je ne sors pas de la maison tôt, car le froid nous fatigue. Nous avons aussi des pommades contre le froid. On protège les enfants, on doit mettre beurre de karité dans leur nez. Donc tout ça avec des pullovers, avec des chaussettes, avec un peu des chaussures aussi qui sont fermes pour les enfants, puisque le vent là ne rentre pas. Si tu ne les protèges pas bien, ils vont devenir malades, ça va te déranger aussi. C'est que tu veux travailler là, tu ne pourrais pas travailler. Il faut s'habiller chaudement et certains qui jusque-là n'ont pas l'habillement approprié s'en procurent. Ici au Grand Marché, c'est la saison des habits lourds, de quoi se protéger contre le froid, l'harmattan et les maladies pulmonaires. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous avons avec nous le docteur Adama Lengani, spécialiste des maladies, Zigani, spécialiste des maladies pulmonaires. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. En cette période de l'harmattan et du froid, quelles sont les maladies fréquentes qu'on a présentement? Merci, monsieur Kindo. Avant d'aborder le chapitre des maladies respiratoires qui riment avec l'harmattan, je voulais relever deux faits. Actuellement, notre pays, le Burkina Faso, traverse une période froide communément appelée l'harmattan. Cette période se caractérise par un vent froid et sec chargé de poussière. Ce vent froid et sec agresse la muqueuse des voies respiratoires. Et cette agression va fragiliser cette muqueuse et la rendre vulnérable aux atteintes infectieuses et même aux atteintes par les particules. Il faut savoir qu'un adulte respire environ 15 mètres cubes d'air par jour, ce qui fait 15 000 litres d'air par jour. Et donc, cette respiration amène beaucoup de particules au niveau des voies respiratoires, ce qui fait que ces voies respiratoires constituent une voie d'exposition privilégiée aux aérocontaminants, qu'il s'agisse de gaz, de particules qui peuvent avoir des effets nocifs sur les voies respiratoires. Maintenant, en ce qui concerne les maladies respiratoires auxquelles on a affaire pendant la période d'harmattan, il faut les subdiviser en deux groupes. Cela se calque sur l'anatomie des voies respiratoires. Nous avons les maladies qui intéressent la sphère ORL, qu'on appelle l'appareil respiratoire haut, et les maladies qui intéressent la sphère basse, qu'on appelle maladie respiratoire basse. En ce qui concerne le premier groupe de pathologies, donc qui relève de l'otorhinolaryngologie, on peut citer les rhinites, communément appelées rhumes, les sinusites, les pharyngites et les angines. On peut avoir aussi une association de ces maladies dont vous entendrez parler de rhinosinusite, de rhinopharyngite. Pour l'appareil respiratoire bas, qui va de la trachée jusqu'au poumon en passant par l'arbre bronchique, il y a les bronchites, il y a les pneumopathies, il y a les maladies asthmatiques, il y a des maladies qu'on appelle BPCO, qui est l'abréviation de bronchopneumopathie chronique obstructive,
qui est une maladie chronique et qui fait beaucoup de ravages. Voilà ramasser la panoplie de pathologies auxquelles on a affaire en quotidien en consultation. Et donc, présentement, dans vos formations sanitaires, vous êtes confronté à une recrudescence de ces consultations, notamment sur le rhume ou encore peut-être la grippe? Absolument. Comme je viens de l'expliquer, c'est une période difficile pour les voies respiratoires. C'est une période qui fragilise les voies respiratoires et donc qui expose ces voies respiratoires à des affections et à des infections. Et donc, la période allant de fin novembre, début décembre, à mi-février, début mars, est une période où on assiste à une augmentation du nombre de pathologies respiratoires liées probablement à cette période qu'on appelle l'harmattan. Et on le voit, pour se protéger, le reportage nous l'a montré, certains estiment qu'il faut du beurre de karité, d'autres utilisent des cache-nez. Concrètement, vous qui êtes le spécialiste, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Effectivement, l'élément nous a montré panoplie qui a été citée par les intervenants. Pour se protéger, chacun y va de ses moyens. Mais on peut subdiviser la protection en deux groupes. Il y a la protection collective qui relève de la santé publique, qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Et cette protection collective, ce sont des mesures qui doivent être prises par les autorités sanitaires au vu de la gravité de la situation. Et même d'ailleurs, on a assisté ces derniers temps dans certains pays industrialisés à des mesures qui limitaient la circulation automobile, à des mesures qui limitaient la production industrielle ou qui renchérissaient la circulation dans certains grands centres pour limiter la pollution liée à la combustion des carburants. Tout ceci pour diminuer la pollution. Cette mesure collective, comme j'ai dit, elle n'est pas facile à mettre en œuvre, surtout dans les pays comme chez nous. Par contre, il y a des mesures individuelles que chacun peut concocter à son niveau. La première mesure, c'est d'éviter d'inhaler le maximum de particules. Et donc, il faut constituer une barrière mécanique aux particules qui rentrent dans les voies respiratoires. Nous avons ce qu'on appelle les masques ou les cache-nez qu'il faut porter, surtout aux heures de pointe, parce qu'on sait qu'à certaines périodes dans notre capitale, surtout dans les grandes villes aussi, on a une pollution qui est aggravée par la circulation, donc la combustion des carburants. Et donc, les cache-nez permettent de diminuer l'inhalation de particules nocives. Il y a également l'humidification des voies respiratoires, parce que le vent froid et sec qui assèche ces voies respiratoires les rend vulnérables à la pénétration des particules et des micro-organismes. Et donc, il faut humidifier les voies respiratoires. La bonne dame disait tantôt qu'il faut même mettre du beurre de karité. Effectivement, les solutions huileuses, comme le beurre de karité, qui est une huile végétale qui se solidifie, peut être un moyen utilisé pour humidifier les narines. Troisièmement, il faut, surtout chez les tout petits, évacuer les sécrétions qui sont dans les fosses nasales. Ces sécrétions qu'on appelle du mucus constituent un bouillon de culture pour les bactéries. Alors, en partant d'un rhume viral simple ou d'un rhume allergique, on peut avoir des infections telles que les sinusites, telles que les angines, telles que les pneumopathies, parce que ces sécrétions auraient été colonisées par des bactéries. Donc, le matin, après le réveil, on a une accumulation de ces sécrétions dans les fosses nasales. Il faut procéder à un lavage narinaire chez les tout petits qui ne peuvent pas bien se moucher. Le soir, de retour de l'école, procéder également à un lavage narinaire parce que le beurre de karité qu'on aura mis le matin a calé certaines particules au niveau des fosses nasales, donc il faut les laver proprement. Ensuite, il y a un autre moyen de prévention qu'on peut utiliser qui est que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes fragilisées, notamment les drépanocytaires, les personnes qui sont sous chimiothérapie, donc qui ont l'organisme fragilisé sur le plan immunitaire, ils doivent bénéficier en cette période de vaccination, notamment la vaccination contre le virus de la grippe, parce que c'est un virus qui se manifeste à ces périodes froides, et donc une vaccination contre la grippe protège pendant 6 mois et permet de passer allègrement cette période. Pour ceux qui sont également porteurs de maladies comme l'asthme,
c'est actuellement la période qu'il faut bien suivre le traitement de fond. Parce qu'une maladie asthmatique mal traitée à cette période est sujette à des recrudescences. Et effectivement, ceux qui font également l'allergie peuvent prendre des médicaments qu'on appelle des antihistaminiques. Cela permet de diminuer la réaction allergique. Enfin, il y a un autre moyen de prévention qu'on appelle le pneumo 23. C'est un vaccin contre le pneumocoque qui est une des bactéries qui est très fréquente pendant les infections respiratoires à la période froide. Et donc, ce vaccin permet de diminuer, surtout sur les personnes fragilisées, les enfants et les personnes âgées, de diminuer l'incidence des maladies respiratoires. Et une protection également qui protège contre certaines maladies cardiovasculaires. Oui. Alors, pendant longtemps, on s'est dit que pollution rimait avec infection respiratoire. Beaucoup d'articles, beaucoup de personnes ont compris cela. Ces dernières années, les cardiologues et certaines études précises ont bien mis en évidence le rôle de certains polluants sur les maladies cardiovasculaires, notamment le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, qui sont des particules fines qui, lorsqu'ils sont respirées, passent la barrière hématologique et vont se déposer au niveau des parois vasculaires. À long terme, ils vont constituer des plaques d'athérome et ces plaques vont réduire le calibre des vaisseaux et provoquer au niveau de certains organes comme le cœur, des maladies qu'on appelle l'angine de poitrine ou l'infarctus du myocarde ou crise cardiaque. Et au niveau cérébral, ça peut provoquer ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. Donc, la protection contre ces particules permet de diminuer l'incidence des maladies respiratoires et également l'incidence des maladies cardiovasculaires. Merci à vous, Dr Adama Zigani. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies pulmonaires et vous êtes venu nous donner des éclairages sur tout ce qui peut nous arriver en cette période de l'harmattan et du froid. C'est moi qui vous remercie, M. Kindo. La suite du journal nous entraîne à Ziga. Ziga, où la bonne nouvelle pourrait venir dans la deuxième moitié du mois de mars, quant aux coupures intempestives d'eau dans la ville de Ouagadougou. Et de nombreux branchements seront possibles également. Les travaux de la nouvelle station de traitement sont avancés, constate une de nos équipes. Reportage avec Roger Kam et Yolande Lompo. De l'eau potable en permanence jusqu'à l'horizon 2030. C'est ce à quoi l'UNEA s'est engagé afin d'éviter les pénuries d'eau que Ouagadougou a connues en 2016. L'un des grands paris de la nationale de l'eau sera de faire en sorte qu'en mi-mars 2017, la corvée zéro soit une réalité. Nous allons enterrer plus de 700 km de réseau. Nous allons construire près de 160 bonnes fontaines, construire encore de nouveaux châteaux d'eau. Donc ces travaux vont démarrer en juillet 2017 pour s'étaler sur 18 mois. Pour mieux comprendre ce qui se passe et s'assurer que tout cela n'est pas un mirage, mettons le cap sur Ziga. Tout commence ici à cette station de pompage. D'une capacité d'environ 200 millions de mètres cubes, l'eau du barrage de Ziga recueillie pendant l'hivernage est acheminée à la seule station de traitement actuellement fonctionnelle dont la capacité est de 90 000 mètres cubes d'eau par jour. À quelques pas de l'ancienne station de traitement construite en 2004, une équipe technique est à pied d'œuvre pour achever la construction d'une nouvelle station de traitement en Debugier. Une fois terminée, celle-ci aura une capacité de 150 000 mètres cubes d'eau par jour. Mais déjà à mi-mars 2017, elle servira 90 000 mètres cubes d'eau par jour. Vu les difficultés d'approvisionnement que nous avons connues à Ouagadougou pendant la période chaude, l'UNEA a, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, initié une accélération des travaux pour achever une partie de la station avant le délai contractuel, pour permettre déjà la fourniture de l'eau. En aval de la station de traitement, il s'agit de déposer toute la tuyauterie et toutes les infrastructures de stockage et de pompage pour permettre le transport et la distribution de l'eau à la population.
Ces armoires de commande serviront à mettre les équipements en marche. Et une fois traitée, l'eau sera stockée dans cette citerne. 4 pompes de grande capacité seront installées à côté des 7 autres pompes déjà existantes acquises au cours de la première phase du projet. L'eau sera refoulée dans ces tuyaux jusqu'au réservoir de Boutenga et descendra gravitairement jusqu'à la capitale. Pour ce qui est de la station de traitement de Ziga, le génie civil aujourd'hui est avancé et réalisé à plus de 90% et l'équipement monté à plus de 50% avec un taux d'avancement global de 75% de la station de traitement. Pour ce qui est de la conduite de refoulement, c'est-à-dire en aval de la station de traitement de Ziga, les travaux sont achevés jusqu'à Boutenga. Et nous sommes en attente donc de la mise en service de la station pour démarrer l'utilisation de cette conduite-là. Les conduites gravitaires qui partent de Boutenga à Ouaga sont aussi avancées et à la date d'aujourd'hui, plus de 80% de la pose est actuellement faite. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres travaux confortatifs qui doivent être réalisés, voilà, notamment dans les quartiers très éloignés, c'est-à-dire la densification du réseau pour rendre encore la distribution plus fluide. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la production de Ziga 2 va vraiment permettre de couvrir toute la demande en eau potable de la ville de Ouagadougou. D'un coût global de 107 milliards de francs CFA, le projet Ziga 2 mobilise 6 bailleurs de fonds et devra permettre à terme de prendre en compte plus de 52 000 abonnés supplémentaires. Une association de jeunes soutient les forces de défense et de sécurité pour leurs efforts contre le terrorisme. Ce 7 janvier 2017, elle a organisé une marche-meeting à Bobo-Dioulasso dans le but d'attirer l'attention sur le travail louable des forces de l'ordre. Karim Sissé, sur place à Bobo. Une minute de silence en la mémoire des soldats burkinabés tombés lors des différentes attaques terroristes et le temps est donné ici à Bobo-Dioulasso pour dire plus jamais ça au Faso. Une manifestation menée par l'association des jeunes du Sahel et qui vise à apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité. Et les bailleurs de fonds, ils vont dire qu'ils vont nous remettre 18 000 milliards. Mais maintenant, si le pays est instable, personne ne va venir injecter cette somme dans un pays. L'association des jeunes du Sahel invite la jeunesse des autres localités du pays à rester mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité. Appelez-le désormais Naba Panantougouri. Maître Titenga Frédéric Passéré vient d'être intronisé comme le 32e chef coutumier de Manega. À 73 ans, l'homme de culture et poète vient d'être officiellement installé ce 7 janvier en présence d'une foule nombreuse et de Nathalie Sawadougou. Manega, sous les couleurs nationales. Nous sommes loin d'être à une fête nationale du Burkina. C'est l'installation officielle de Maître Passéré Titenga comme chef de village de Manega. Vêtu de ses nouveaux habits de chef, il prend pour nom de guerre le Naba Panantougouri. J'ai décidé d'être Naba Panantougouri, c'est-à-dire le roi, l'aigle huppé d'Afrique. On l'appelle celui qui est roi du ciel et roi de la terre. Le Panantougouri, c'est l'aigle huppé d'Afrique, qui peut attraper une biche, c'est-à-dire c'est la puissance. Événement historique. Tout Manega est sorti pour rendre hommage au Naba Panantougouri. À côté de ces sujets, les invités de marque, venus des États-Unis, de la Côte d'Ivoire et de l'intérieur du Burkina, pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Manega, capitale de Zitenga ou la terre de Zida, est selon le chef, fondé au XIIe siècle. Un village qui a une histoire. Manega, en fait, c'est un regroupement de 26 villages. Parce que c'est la capitale du Zitenga, ou la terre de Zida, fondée au XIIe siècle par Oubri, avant que Oubri ne quitte ici pour aller à Djilungu, pour fonder son royaume, qui portera donc le nom de la terre de Oubri, plus tard capitale Ouagadougou. Il s'est enrichi
avec celui que nous avons investi il y a quelques mois de cela comme un trésor humain vivant parmi les 17 que compte notre pays. Il s'est enrichi d'un homme qui s'est investi et qui continue toujours à s'investir chaque jour pour préserver, pour sauvegarder et promouvoir nos valeurs cardinales. Cette désignation, poursuit le ministre Tahirou Bari, vient enrichir le patrimoine de la chefferie coutumière au Burkina Faso. Homme de droit, de lettres et de culture, le Naba Panam Tougri s'engage ici à œuvrer pour la paix au Burkina Faso. Et puis à l'étranger, les militaires qui ont paralysé pendant 2 jours Bouaké et plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire ont fini par ce dimanche à une entente avec le gouvernement. Ceci après l'annonce d'un accord sur leurs revendications par le président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, on s'achemine peut-être vers la sortie de crise relativement à la mutinerie des soldats réclamant l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment en visite express à Bouaké. Le ministre de la Défense, Alain Richard Dovahi, a réussi à sceller un accord avec les mutins, comme l'a annoncé peu après le président ivoirien Alassane Ouattara. J'ai donné des instructions au ministre chargé de la Défense, Alain Richard Dovahi, pour rencontrer ce jour à Bouaké une délégation désignée par ses soldats. La mutinerie est partie de Bouaké vendredi matin avant de gagner d'autres localités du pays. Les mutins réclament notamment des meilleures conditions de vie. L'armée ivoirienne est coutumière des mutineries du fait en grande partie de sa structure hétérogène. Et puis dimanche sport, Jérôme Tiendrebego nous a rejoint sur ce plateau. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Sidi Kindo, bonsoir téléspectateurs. On commence avec la préparation des étalons pour la CAN 2017. Oui, les étalons étaient du côté de Marrakech, c'est au Maroc où ils ont joué un match international amical contre le Mali, les Aigles du Mali. Alors les étalons ont vaincu le signe indien en battant les Maliens 2-1. C'était donc sous le regard de Arthur Ouedraogo et Mahamadi Ouena avec la complicité de notre confrère Moussavou Bila. Étalon du Burkina, Aigle du Mali a été un bon test pour les deux équipes en route pour la CAN. Les étalons entament bien le match et ont la maîtrise du jeu. La pression burkinabé sur le camp malien est récurrente. Jonathan Zongo hérite d'une mauvaise relance du gardien de but malien à la 41e minute. D'un lob parfait, il permet aux étalons de mener au score à la pause. En seconde période, Bertrand Traoré fait son entrée sur l'aire de jeu et à la 58e minute, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam réalise un chef-d'œuvre. Il passe en revue la défense des Aigles et fait le break pour les étalons. Les Aigles, dans un sursaut d'orgueil, réduisent le score à la 68e minute. Les étalons restent imperturbables malgré une forte pression malienne en fin de match et s'impose sur le score de 2-1 devant les Aigles. Un très bon match. Le résultat pour moi, c'est pas important. Comme dit, moi, match amicaux, je valorise pas le résultat. C'est bien que si on gagne, c'est clair. Mais match amicaux pour moi, c'est pour faire d'expérience, c'est pour donner le temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas le temps de beaucoup de jeux, pour donner le temps aux joueurs qui viennent des sourds, c'est beaucoup. Mais le plus important que la victoire, c'est l'attitude de l'équipe dans le premier match contre le Maroc et l'attitude de l'équipe aujourd'hui, de toute l'équipe, première et deuxième mi-temps, deuxième mi-temps. Et c'est ça pour moi qu'il faut garder, c'est ça pour moi qui c'est le positif de cette stage. On a bien terminé le stage. Après la défaite de jeudi dernier devant les Lions de l'Atlas locaux, les étalons se redonnent de la confiance avec cette victoire à une semaine de leur entrée en compétition à la CAN contre les Lions indomptables du Cameroun. Jérôme, les étalons qui doivent arriver à Libreville cette nuit même. Oui, actuellement, ils sont à l'aéroport de Casa. Ils vont quitter ce soir, même tout à l'heure à 22h, pour Libreville, où ils sont attendus aux environs de 4h du matin.
Et puis on poursuit avec la 8e journée du championnat national de football division 1. Oui, ce soir même, l'AS Sonabel a corrigé l'USCO de Banfora 3-0. Alors qu'on va voir les images. Pendant que vous voyez ces images-là, on va vous dire en même temps que le BPS, l'antenne rouge du championnat, a essuyé un véritable camouflet du côté de Bobo-Dioulasso face à l'AGEP. 4-0 s'il vous plaît. La SFB piétine à 0-0 devant Raimo FC. Bonne opération du RCA qui est allé s'imposer à Saponé. 2-0 devant Majestic. La S-Police et Luso ont coupé la poire en deux. 1-1, pardon. Et même score entre COSAF et l'USFA. Le RCB est tombeur du Santos. 2-1. Les faux a battu l'Asper Nenga en derby. En ouverture de cette 8e journée, classement, le trio de tête, c'est le RCK 18 points plus 8, ASFB 15 points plus 5 et le RCB qui monte sur le podium avec 15 points plus 5 également. Le championnat s'arrête aujourd'hui pour reprendre dans un mois, le 8 février. Cannes oblige. Le RCB, bien sûr. Et on termine avec le salon du football à Ouagadougou. Voilà, le salon du football de Ouagadougou, une initiative de notre confrère Jean-Modeste Ouedraogo qui a permis à des acteurs du football de se retrouver à Ouagadougou pour réfléchir sur la professionnalisation du football burkinabé, enjeux et défis de la formation des jeunes talents. C'était hier au CBC. Et les acteurs sont retrouvés véritablement pour se poser des questions sur la professionnalisation du football. Alors, le conférencier, c'était Daouda Famoso, une icône du football national, modérateur Alexis Konkobo. Les acteurs sont donnés rendez-vous en novembre pour la partie salon à proprement parler. Et tout ça en développement dans votre magazine demain. Avec Christelle l'a préparé. Merci à vous, Jérôme Tiendrebego, d'être venu nous donner toutes ces informations. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Merci. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain, une nouvelle équipe du 20h vous retrouvera. D'ici là, très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.